Venons-en à la question du style littéraire spécifique au discours de Xi Jinping. Peut-on définir la rhétorique caractéristique du socialisme à la chinoise de la nouvelle ère? Après les années Hu Jintao, celle de la société harmonieuse, selon l'expression consacrée, on a eu une rhétorique maoïsante du service du peuple, Wei Renmin Fu, et de la ligne de masse, Qunzhong Luxian. Ces concepts font leur retour. Réactivation de ces vieux concepts de la gauche maoïste qui font écho aux demandes d'un faisceau de discours qui identifie la nation chinoise à ses traditions de pensée, ce que j'ai proposé d'appeler le confucianisme éclectique. Xi Jinping continue et approfondit cette réhabilitation de Confucius initiée par Deng Xiaoping en 1978 en intégrant dans le discours d'un marxisme sinisé les influences confucéennes, légistes et taoïstes. Un extrait du discours du 21 septembre 2014 qui s'intitule « Promouvoir la démocratie consultative par une systématisation à multiples niveaux ». Ce discours, ou cet extrait de discours, peut nous servir d'exemple pour illustrer ce principe d'écriture. Je traduis. La Constitution de la République populaire de Chine stipule que tout le pouvoir appartient au peuple, que tous les organes de l'État et tous les serviteurs de l'État doivent s'appuyer sur le soutien du peuple, maintenir constamment des liens serrés avec le peuple, tendre l'oreille à ses avis et suggestions, consentir au contrôle du peuple, servir assidûment le peuple. Peu importe que le PCC ait le pouvoir et que les organes de l'État aient à diriger, ils doivent tous appliquer le principe de la ligne de masse et s'appuyer étroitement sur le peuple. Fin de citation. Alors jusque-là, il s'agit d'un discours stéréotypé, mais il subit une rupture de style assez abrupte. Il continue sans transition par une citation en chinois classique empruntée au Guangzi, un classique de la littérature légiste. Au-delà de l'effet de surprise, nous comprenons que le locuteur met les deux registres sur le même plan et qu'il y a convergence des discours, c'est-à-dire intégration du sens du discours confucéen au discours socialiste. Cette citation du Guangzi dit ceci, je le cite, « Zheng zhi suo xing, zai sheng ming xing, zheng zhi suo fei, zai ni ming xing ». Ce qui fait la puissance d'une gouvernance, c'est de suivre le peuple, ce qui cause sa perte, c'est d'aller à son encontre. Fin de citation. La formule repose sur l'opposition de deux équations. En chinois, xing et shen, et de l'autre côté, fei et ni. C'est-à-dire l'équation entre croître et s'élever, c'est suivre, se conformer à, tandis que de l'autre côté, décliner ou gaspiller, c'est aller à contresens. On remarque que le sens immédiat de la citation est assez clair pour nous dispenser de commentaires, et Xi Jinping ne la resitue pas dans son contexte d'origine. Il renonce par exemple à s'engager dans les considérations cosmologiques du très commenté chapitre 49 sur le Qi-énergie qui fondait les techniques inactuelles de l'ascèse spirituelle. Ce n'est pas le sujet. Xi Jinping ne resitue généralement jamais les citations classiques dans leur contexte littéraire ou historique, ce qui peut lui valoir les foudres des universitaires de tout pays, de tous les sinologues. Mais en homme d'action, en homme politique, il ajuste les textes mobilisés à son mobile propre d'écriture. Il les insère toujours dans la trame générale du discours socialiste. Le texte que nous citons le montre assez clairement. La citation du Guangzi est comme ressaisie par la suite du discours, qui renonce à tout commentaire savant ou toute digression historisante et nous ramène dans la rhétorique et les préoccupations essentielles du socialisme chinois. Je le cite, « Le destin à venir d'un parti ou d'un pouvoir dépend finalement de son ajustement à la volonté du peuple. » Le parcours complet du développement du Parti communiste chinois nous montre que la raison pour laquelle ce PCC obtient des succès,
tient ultimement au fait que ce parti conserve des liens de chair et de sang avec le peuple et qu'il représente les intérêts fondamentaux de la grande majorité du peuple. » Fin de citation. On comprend que l'objectif de Xi Jinping n'est pas de faire œuvre savante et de justifier ou discuter la pertinence de ses sources d'influence d'ailleurs hétérogènes. Il en va des convergences improbables qui ponctuent les discours de Xi Jinping comme des rêves analogiques de Lautréamont et de leur rencontre. Vous vous souvenez de leur rencontre fortuite sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie. Je cite Lautréamont dans Les Chants de Maldoror. S'il faut chercher la vérité dans les faits, alors il ne s'agira plus de dire quel est ici le confucianisme orthodoxe, le taoïsme, le légisme ou le maoïsme authentique, mais de prendre acte de leur rencontre avec un marxisme sinisé et d'œuvrer à la rendre féconde. Rendre cette vérité féconde en l'ajustant aux faits. Il ne s'agit pas de savoir si Xi Jinping est sincèrement confucéen, ou plutôt libéral par-delà sa profession de foi marxiste. Il s'agit de considérer que, pour gouverner efficacement, il cherche à transformer des influences hétérogènes, certes, et éventuellement rivales, en synergie constructive. La foi marxiste de Xi Jinping n'est plus un secret, mais une fois affirmée, il n'y a plus qu'à tenter de faire jouer ces synergies, de les décliner, si je puis dire. Ces tentatives ou ces paris laissent sans doute de côté, sans en rendre compte, 1000 questions relatives à l'histoire des courants concernés, parce qu'en tant qu'homme d'action, en tant que dirigeant politique, je le redis encore une fois, il a d'abord à faire fonctionner ensemble, à transformer ces rivalités en rapports de coopération, unifier des forces idéologiques hétérogènes dans un imaginaire commun. Toute la question est de savoir si, en pratique, ça va fonctionner. La rhétorique du rêve chinois, c'est cette prise de risque, et son critère ultime, c'est l'efficacité pratique, et non pas simplement la cohérence théorique, c'est-à-dire une relative paix sociale, une satisfaction mutuelle de ses courants d'intérêt, une puissance nationale susceptible de perdurer. Nous ne disons pas, je ne dis pas que Xi Jinping y réussit, bien qu'il y réussisse déjà depuis une douzaine d'années, mais seulement que ses discours, mêlant marxisme sinisé et influence confucéenne éclectique, procèdent d'un pari d'unité. Son éclectisme rhétorique n'indique pas qu'il pense que toutes ces doctrines sont identiques. Ce n'est pas son objectif, et quand bien même il y arriverait, quand bien même il le démontrerait, on ne voit pas très bien à quoi ça pourrait l'aider sur le plan pratique. Je dis que, sous le scintillement superficiel des différences doctrinales, les analogies pointées par des citations stratégiquement découpées, nous sommes d'accord, permettent d'approfondir ou de construire des convergences. Voilà, ces références aux textes classiques sont volontaires. Elles sont volontaires parce qu'elles sont soulignées par les éditions du Peuple qui traduisent en anglais, etc., et dans toutes les langues du monde, les textes de Xi Jinping en proposant une bibliographie adjointe, annexée au discours de Xi Jinping, bibliographie qui souligne explicitement les auteurs classiques que convoque, que mobilise Xi Jinping dans ses discours. Vous voyez, il y a une volonté expresse de nous mettre le doigt sur ce qu'il faut voir. Et ce qu'il faut voir, pour conclure et le redire encore une fois, ce n'est pas que Xi Jinping est un historien de la philosophie, mais qu'il utilise explicitement, expressément, les ressources de l'histoire de la philosophie pour construire un discours et une action politique. Raison pour laquelle il faut l'étudier aussi sur ce terrain. C'est tout pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous très vite pour continuer de discuter encore des sources chinoises mobilisées dans les discours de Xi Jinping. Et je vous souhaite en attendant une belle journée à tous.